Salut Fabien, merci d'être là. Alors aujourd'hui, c'est sympa d'être passé encore une fois et puis on va parler un peu de business aujourd'hui pour changer puisque l'idée c'était de développer des petites séries de vidéos sur des choses que je fais pas forcément beaucoup aujourd'hui, c'est de donner des idées aux gens qui voudraient avoir un petit peu ce qu'on montre en général en matière de lifestyle, des choses comme ça. Je prône l'entrepreneuriat, il y a des choses que j'utilise moi, il y a des choses que j'utilise pas, il n'y a pas de business model parfait, idéal ou absolu, donc je travaille dans un secteur où effectivement je fais plutôt plus de marketing, mais il y a plein d'autres opportunités sur internet qu'on peut exploiter et l'objectif c'était d'utiliser une des compétences que toi, que tu as déjà pu mettre en œuvre dans le passé avec beaucoup de succès puisque c'était ton activité principale dans l'import et tu m'as suggéré une idée pour monétiser ou du moins apporter un peu plus de valeur à la chaîne qui était intéressante et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, merci encore une fois de m'inviter sur ta chaîne. C'est un plaisir. Alors l'idée qu'on a échangée il y a quelques jours, Seb, c'était de se dire par quel moyen je pouvais gagner de l'argent ou du moins créer un business avec ma communauté, avec ce que je dégage sur YouTube, pourquoi les personnes me suivent, quels sont les sujets que je traite, et puis trouver un peu un produit, on va dire, qui puisse coller avec ton image, avec ta chaîne et ta communauté. Et là, on avait pu imaginer, toi qui justement prônais le voyage, le digital nomade, l'entrepreneur nomade, on avait imaginé un sac qui pouvait contenir du t-shirt en passant par les chaussettes, le short, etc. De quoi pouvoir voyager avec moins de 5 kilos, d'être libre, et de brander ça à ton nom, de créer ta marque qui pouvait intéresser ta communauté qui te suivait pour ces raisons. Alors effectivement c'est intéressant à deux égards. Le premier, effectivement, moi je suis fan de minimalisme au sens où effectivement avec le temps j'ai appris à me débarrasser de plein de choses. C'est un truc qui me permet de voyager assez librement et effectivement c'est un truc sur lequel il y a un marché parce que moi je suis le premier client de ces trucs là, c'est-à-dire que j'ai un sac qui me permet effectivement de partir une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois avec pas 5 kilos parce que c'est l'électronique qui me pourrit un peu la vie, mais si je raisonne après sur uniquement ce qui est vraiment important, nécessaire, vital pour partir en Asie du moins, effectivement 6 kg, 6 kg et demi max, c'est ce que j'utilise et ça pour dire du coup... Incluant ton électronique quoi. L'électronique, allez, j'ai le Mac, ça dépend de ce que j'embarque, mais le Mac plus le chargeur, plus un peu tout ça, ça pèse déjà 2 kilos quoi. Donc c'est toujours, on peut réduire sur ces aspects-là. Mais après, moi, mon taf consiste aussi à utiliser un Mac, donc je ne vais pas me mettre à bosser sur un téléphone juste pour dire que je vais économiser 1,5 kg parce que je vais perdre énormément. Donc là, je n'ai pas fait de sacrifice. Justement, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est de vraiment pouvoir voyager confortablement comme ce que je fais quand je suis ici, c'est-à-dire j'utilise à peu près le même sac, plus ou moins rempli, je mets un peu plus de choses quand je pars plus longtemps évidemment, et quand je pars pour 3 jours, j'ai un sac qui est un tout petit peu plus petit, mais j'utilise exactement les mêmes choses dedans. Donc ouais, c'est intéressant, et c'est intéressant d'un point de vue business pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, moi je suis un client, donc ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un marché qui est plutôt intéressant parce que les produits que j'achète, moi, des marques comme Eagle Creek, par exemple, c'est les sacs de compression, c'est extrêmement... C'est pas donné pour un petit sac, quoi. Ça vaut 40 balles le petit sac, c'est pas un sac à dos, c'est juste un truc pour compacter les fringues et gagner de l'espace. Les polos, après j'ai pas du goût de luxe et c'est vrai que des marques comme Uniqlo te permettent d'avoir des vêtements techniques, c'est-à-dire des trucs qui se lavent vite. Tu peux le laver séchant combien de temps, un maillot comme ça? Ça, tu le laisses tremper le soir, 10 minutes, tu prends une douche, tu le mets à sécher, c'est sec en 1 heure. C'est des trucs qui sont techniques et donc qui évaporent la sueur au départ, c'est fait pour ça. C'est des polos de golfeurs. Donc il y a des défauts en fait à ce truc-là, mais j'ai pas trouvé mieux encore que ça. Donc s'il y avait la version longue, par exemple, ça m'intéresserait. Et c'est vrai que ça, c'est l'autre aspect qui m'intéresse dans cette idée-là, justement, c'est de pouvoir créer des choses qui moi, me manquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, je regarde, tu vois, il n'y a pas de produit parfait à mon sens. Tu prends le meilleur compromis possible. Le polo, s'il avait des manches longues, je préférais les manches longues parce que pour voyager, quand tu prends l'avion, tu te pèles un peu de temps en temps. Quand tu te balades en plein cagnard, tu grilles un peu aussi. Et c'est bien d'avoir un truc qui serait un peu plus manche longue, ça fait un peu plus partout encore. Donc il y a ça, il y a des sacs où je mettrais peut-être des fonctionnalités qui n'existent pas, des choses qui sont un peu différentes. Et puis effectivement, l'autre aspect, c'est que j'ai une communauté qui me connaît un peu pour ça aussi. Et c'est vrai que ça rejoint un peu tous les objectifs. Donc ça, c'est l'idée de base. Mais maintenant, créer une marque, ça a l'air, quand on le dit comme ça, quand même, j'ai pas envie de faire Chanel, Vuitton ou quoi que ce soit, quoi. Tu vois un peu l'idée. Donc par quoi on commence, comment ça se passe et c'est quoi le mode d'emploi, quoi. Ce que tu viens d'expliquer, tu as déjà relevé les points améliorés, les choses manquantes des produits que tu utilises. Ça commence par, ça c'est vraiment la base, c'est de cerner ce dont tu as besoin, ce que tu voudrais comme gamme de produits et puis te dire voilà, par exemple il y a 3 marques de sacs, je vais sélectionner tous les points forts de chaque sac, je vais combiner tout ça et puis moi je vais faire la différence.
faut essayer d'arriver à quelque chose qui est un peu différent de ce que tu peux trouver sur le marché. Donc, si tu pensais déjà à ce que tu pourrais amener comme touche personnelle, et après ça démarre tout simplement. Tu trouves ton logo, ta marque, ça c'est le B.A.-ba. Ensuite, tu vas devoir trouver le fabricant qui va produire ton échantillon pour commencer. Alors parfois on a l'impression que ça va être très compliqué de trouver le fabricant, mais il y a une technique très simple, c'est de regarder qui fabrique pour les marques que tu utilises en question, parce que généralement il y a vraiment peu de marques qui ont leur propre usine ou leur ligne de production. C'est souvent des fabricants qui fabriquent pour une multitude de marques. Donc tu peux travailler avec les mêmes, ou tu peux trouver voilà, des fabricants qui font les mêmes produits tout simplement. Alors tu vas commencer par créer voilà, un échantillon, parce que c'est important voilà, quand tu lances ta marque, c'est vraiment que ce soit parfait, donc tu prends ton temps et voilà quoi. Ok. Alors, le truc c'est que c'est effectivement, alors cette démarche-là est intéressante. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pratiquement parlant? Parce que tu vois, moi, si tu me donnes un sac, je vais dire bon, ça c'est pas mal, ça c'est machin. Mais je sais pas, designer un sac, je sais pas, tu vois, comment on prototype un sac, comment est-ce qu'on procède avec ce truc? Tu as des solutions pour Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est que tu arrives avec les moyens du bord de te faire ce que l'on appelle le dossier, excuse-moi, je viens de perdre les mots, SEB. C'est un dossier complet qui va tout lister, les besoins. Un cahier des charges. Un cahier des charges, voilà, tout à fait. Soit tu arrives à trouver par tous les moyens de créer un cahier des charges, à expliquer aux fabricants avec les moyens du bord. Soit tu te rends en Chine, soit tu trouves un agent qui va t'accompagner sur le sujet, mais il y a toujours une solution. C'est pas, surtout s'il y a les produits qui sont déjà existants, que tu veux les améliorer, tu vas arriver à te faire comprendre avec les fabricants. C'est pas si compliqué que ça. Ok. Et alors, après l'idée c'est quoi? C'est combien de pièces, le budget de départ, l'investissement, parce que ça aussi c'est important voilà, tout le monde a l'idée, enfin moi le premier d'ailleurs, que quand tu crées une marque, t'es bon pour, t'as un peu le boulet physique qui te rattrape, c'est-à-dire d'avoir des stocks, peut-être faire des quantités importantes en prod d'abord, d'avoir beaucoup d'argent dehors pour un résultat incertain. Alors je vais te donner des exemples. Tu peux créer une marque, ton branding ou ta marque à partir de 50 pièces jusqu'à des milliers de pièces, tout dépend le type de produit, etc. 50 pièces? Ouais, on va prendre l'exemple d'une montre. Quelqu'un qui veut brander des montres à sa marque, il est possible de brander à moins de 100 $. Ok. Tu as des montres qui vont de 1,50 $, jusqu'à, bon, il n'y a pas de limite, mais tu peux trouver des petits prix à partir de 50 pièces, voilà, où tu mets juste ta marque à l'intérieur. Mais vraiment tout est une question de type de produit, mais c'est largement possible de créer une marque à moins de 1000 €, comme je t'en ai déjà parlé, mais brander ces produits, type les montres, à moins de 100 $, c'est possible. Ok, ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et ça on y pense peu, et c'est en discutant un peu avec toi que je m'en suis rendu compte, c'est que c'est possible de créer une marque dans n'importe quel type d'activité, parce que là, c'est bon, ça touche effectivement à ce que moi j'aime et ce que j'utilise. Et toi, tu as créé des marques dans le bricolage, dans les mini-motos, c'est ça? J'ai créé des marques moto, quad, scooter, équipements de moto, soit les casques, les gants. J'ai fait aussi de mémoire les tronçonneuses, les débroussailleuses, enfin tu vois, les caisses à outils, ça a été vraiment assez large et je dois en oublier encore, tu vois. Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait, et d'un point de vue business, et là on va rentrer un peu dans le cœur du problème. Je pense aujourd'hui tout le monde parle beaucoup du dropshipping, et en fait c'est un business model comme un autre, il n'est pas nouveau contrairement à ce qu'on peut un peu avoir l'impression sur internet, c'est parce qu'il y a eu une explosion ces 2-3 dernières années, mais ça existe depuis des dizaines d'années, et du coup c'est juste que c'est revenu un peu à la mode aujourd'hui. Mais ceci dit, le dropshipping ça existe depuis très longtemps, et le principal problème aujourd'hui c'est qu'il y a une telle concurrence en fait sur des produits. Tu as quelqu'un qui va trouver un pseudo best-seller, et ça je pense que ça parlera aux gens qui en font un peu, et tu n'es jamais à l'abri t'es jamais à l'abri, non, ça va arriver tôt ou tard, c'est que tu as quelqu'un qui va arriver, qui va reprendre ton produit, ton fournisseur, qui va acheter moins cher, qui va le vendre moins cher, et qui va te niquer tout ton marché. Et c'est vrai que la création de marque, à mon sens, et là c'est plus le pro, enfin le marketing du moins qui va parler sur cet aspect-là, c'est un des très bons moyens de différenciation, je pense,
qui va te permettre de créer un actif. Et c'est ça aujourd'hui que la plupart des gens ne comprennent pas dans le dropshipping, c'est qu'un business model, c'est jamais qu'un moyen de rentrer de l'argent. Ça a des avantages, des inconvénients, mais les seuls qui perdurent longtemps sur le net, c'est un peu tout ce qu'on fait de nous, c'est-à-dire d'être quand même extrêmement apparent, ou du moins de construire une histoire, de construire une marque, une notoriété, de diffuser des valeurs. Et ça, en fait, ça rend les produits uniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Apple est aussi différent de tous les autres fabricants de smartphones. Ça est bien ou pas bien, peu importe, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, alors qu'ils vendent des smartphones, ils vendent des iPhones. Et les gens mettent les iPhones dans une case à part, comme ils mettent les Mac dans une case à part des ordinateurs, des PC. Mais un Mac, c'est un PC, c'est un personal computer, quoi. C'est juste, ils ont créé un univers, des marques, des valeurs, des choses qui leur sont propres. Et ça, c'est des mécanismes aussi qui sont extrêmement puissants en marketing, qu'on peut réadapter, quel que soit le secteur d'activité, du bricolage, du voyage, des téléphones, peu importe, et que ça ouvre un champ du possible qui est extrêmement puissant, parce que pour le coup, c'est un vrai actif. Autant revendre une boutique, c'est compliqué, mais revendre une marque, ça, c'est un actif. Et d'ailleurs, il y a quelques exemples dont on a parlé il y a quelques jours, qui sont des marques qui se sont bâties sur le dropshipping au départ. Tu me citais, je ne sais plus, Gymshark. Ah oui, voilà, dans le fitness. Voilà, Gymshark, c'est une marque. Si on pense tout de suite avoir créé sa marque, ça va coûter des centaines de milliers d'euros, etc. Tu as des personnes qui commencent avec les moyens du bord. Ils ont créé une gamme de stringers, des t-shirts débardeurs pour la musculation. Et ils ont vu que ils ont commencé en dropshipping, ils ont vu que ça s'est développé. Et puis voilà, ils ont créé après leur marque avec un stock physique qui s'est développé, mais ils ont démarré avec le dropshipping, comme Zorata par exemple avec les bracelets. Ils ont d'ailleurs mis les techniques marketing que tu connais aussi, le produit gratuit avec un frais de port à 19,90, etc. Aujourd'hui maintenant, Zorata a un entrepôt avec du personnel qui expédie d'Europe, mais avant voilà, c'était du dropshipping aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont su exploiter en fait le business model pour démarrer parce qu'ils ne demandaient pas de trucs et avec un tout petit budget finalement c'est ce qui leur permet d'être là où ils en sont aujourd'hui parce que à côté de ça il y a des gens qui utilisaient sans doute les mêmes produits qu'eux et qui sont restés des simples dropshippers, qui n'ont pas construit d'identité, pas de marque, pas d'éléments de différenciation forts et c'est ça vraiment qui est intéressant je trouve, d'autant que encore une fois c'est un business model, alors voilà ça demande du travail comme tout, ça demande une audience, ça demande des compétences, du marketing, mais c'est quelque chose qui est à la portée d'à peu près tous les secteurs d'activité. Encore une fois, c'est une manière de saisir, je pense, les opportunités liées à l'import, en petite, grosse quantité, du moins, suivant l'endroit où on se situe dans le business, mais ça permet de démarrer d'une manière avec une vision qui est différente, c'est-à-dire une vision qui est long-termiste. Ce que j'aime pas dans l'idée du dropshipping, c'est que la plupart des gens, en fait, font des coups. Exactement. Tu trouves un produit, ça marche 15 jours, un mois, après tu as plus Facebook, elle s'essouffle et machin, et tu es obligé d'en retrouver un nouveau, etc. Tu vas avoir 50 personnes avec le même produit, tu en as un qui va essayer de vendre moins cher que tout le monde pour récupérer le business, c'est toujours comme ça. Alors que si tu as ta marque, ton branding, voilà, c'est du Sébastien Tissier, c'est du Fabien Dessin, il y a une différence, personne ne peut avoir ce produit-là. Et je vais rebondir sur une chose tout à l'heure, parce que tu parlais de tes sacs, tu te rendais compte qu'il y avait des manquants, etc. J'ai créé une marque, plusieurs marques sur la mini-moto, mais j'en ai créé une qui s'appelait FD Motors, Fabien Dessin Motors. Cette marque-là était basée sur une chose toute simple, Seb, c'était relever les manquants qu'il y avait sur les produits. On avait quasiment tous les mêmes fabricants, sauf que FD Motors avait rajouté des choses. Tu vois, j'avais fait rajouter sur chaque quad des petits graisseurs à des endroits stratégiques. Les mécaniciens avaient trouvé que c'était dommage de ne pas en avoir là, que ça abîmait la machine. J'avais ajouté les graisseurs, j'avais fait des petites modifications. Design aussi, j'avais fait graver le moteur, j'avais fait des petites améliorations comme ça. À 90%, c'était vraiment du relooking, si tu veux. Cette marque-là a cartonné, les revendeurs voulaient du FD Motors. Il y avait un storytelling autour, c'était la marque de Fabien Dessin qui s'était rendu en Chine pour améliorer ses produits, tu vois. Et parfois, c'est la petite chose qui fait la grosse différence. C'est ça, et ça rejoint un concept que j'aime bien en fait dans la création de produits et le test d'offres. Tu as des plateformes de crowdfunding qui fonctionnent là-dessus, c'est-à-dire tous les gens qui, alors on n'est pas forcément dans des, enfin encore que on a trouvé il y a des marques de sacs, des marques de tout qui sont nées vraiment dessus. Il y a Tortuga je crois d'ailleurs qui vient de ce truc-là, enfin Tortuga c'est des sacs pour les nomades digitales, etc. Enfin bref, il y a des marques qui sont sorties qui ont été financées en crowdfunding comme ça, et sont tous partis avec une idée d'effectivement de répondre à un problème qui était
partiellement ou mal traité par d'autres produits. Et c'est un truc qui marche pour cette raison-là. Et c'est pour ça que les gens préfinancent. D'ailleurs, c'est un bon moyen aussi pour démarrer une marque. Ouais. C'est avant même d'investir, même ne serait-ce que, je sais pas, 1000, 2000, 5000, 10 000 balles, c'est d'aller essayer de prévendre l'idée, parce que si les gens, voilà, on a su les séduire, ils vont acheter, ils vont préfinancer toute la prod, tout le truc, et ça donne des délais. Il y a des gens qui ont levé des millions de dollars avec des campagnes où ils visaient 50 000 balles seulement, et c'est des belles histoires, parce que là, ça permet de créer une communauté très forte dès le départ, c'est-à-dire on injecte finalement de la co-création presque dans l'idée, c'est-à-dire que les gens vont avoir la première version du produit, ils vont pouvoir faire des retours, ils vont être vraiment à la base du truc. Et ça, les gens adorent ça aussi. Et c'est vrai que c'est un très bon moyen de tester le marché en plus. Hein. Un excellent moyen, il n'y a pas mieux, parce que là, du coup, si le mec sort la carte bleue, c'est vraiment qu'il est chaud. Voilà. En plus, surtout s'il y a prêt à attendre 6 mois, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est clair. Donc ouais, non, c'est un moyen extrêmement intéressant. Et encore une fois, il y a plein de belles choses, je pense, à faire, des choses qui sont un peu en dehors des sentiers battus, qui sont peut-être moins faciles, moins évidentes de prime abord que de dire je vais monter un Shopify et je vais mettre une campagne Facebook en place. Certes, ça demande du taf, ça demande plus de travail, plus d'ingéniosité, plus de compétences sans doute, mais ça a l'avantage d'être quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire une marque, ça va peut-être pas cartonner immédiatement, ça prend un peu de temps pour démarrer, mais ça va être un actif qui se valorise avec le temps, parce qu'un portefeuille client, il s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que voilà, plus il y a de gens qui vont acheter les produits, quand on va sortir une nouvelle gamme, une nouvelle collection, on va avoir des gens qui vont racheter à nouveau et on va pouvoir travailler sur le long terme avec les gens. Et encore une fois, une marque, ça se revend, c'est ça la différence notamment, je trouve. La marque, ça se revend, tu viens très bien d'expliquer la chose, alors que des produits que tu vends via Shopify, ça n'a aucune valeur. Surtout si tu les achètes et que qu'il n'y a rien qui est différent entre AliExpress, le site, et que toi tu t'en fiches juste à mettre un x4 dessus. Quoi. Le point aussi important, tu vois, le client, comme tu dis, le client va fouiller un jour, va tomber sur AliExpress, il va voir que tu as fait du x4, x5, x10 pour certains. Ouais. Il va se dire, moi je me suis fait entuber par tel site. C'est ça. Alors que si tu avais pris le temps de faire un branding, ne serait-ce qu'un branding avec un packaging pour faire une petite différence, parce que lorsque tu marches x4, x5, x6, tu peux dépenser 5 à 10% dans un branding ou un packaging. Et ça c'est intéressant, je vais te couper là justement pour apporter un truc, c'est un truc que Apple fait très très bien. Tu sais, ils ont pensé à l'expérience du déballage du produit. Tu sais, quand tu ouvres la boîte d'Apple, tout est fait pour que ça soit un truc quasiment luxueux et tous les détails sont vraiment travaillés de cette idée-là. C'est pour ça aussi que ça les rend un peu uniques, même s'ils ont été copiés là-dessus aussi. Mais je veux dire, quand tu déballes le truc, tu vois, c'est des boîtes blanches, ces trucs. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça qui fait que ça rend l'expérience et le déballage d'un produit comme un peu un cadeau de Noël, un truc vraiment poussé jusqu'au bout. Et ça, tu peux faire que quand tu maîtrises justement le packaging. Là, c'est moi qui te coupe sur ce que tu viens de dire, le cadeau de Noël, que c'est super important. Dans ma boîte d'import, j'expédiais beaucoup de colis. C'était l'une des règles à mes préparateurs commandes. J'en prenais toujours l'exemple. Lorsque tu commandes sur Internet, c'est comme un enfant qui ouvre son cadeau de Noël. Tu reçois le colis, tu dois être content. Si tu as commandé un téléphone, que tu ouvres, tu as le téléphone au milieu comme ça d'un sachet, ça casse un peu le délire. Par contre, tu as une belle boîte, comme tu dis, tu déballes, tu as du plaisir. Tu satisfais ce besoin du client, c'est super important. T'as des petits trucs en plus qui coûtent rien, mais t'as un petit mot avec un bon de réduction pour la fois prochaine. Un petit autocollant, un petit cadeau, un stylo, tu vois. C'est ça, un petit truc qui apporte la valeur en plus, toujours apporter quelque chose de plus parce que tout le monde aime les cadeaux, effectivement, c'est ça en fait l'idée. J'avais, ça Apple le fait pas en revanche. Niveau marketing, j'avais créé en cadeau un stylo où tu tirais, tu avais le catalogue de tous nos produits. On offrait ça aux enfants à l'école, tu vois, le gamin à l'école il faisait que déplier ça. Le cadeau de Noël était mémorisé si tu veux. Exactement ça, il faut profiter de tous les moments en fait pour ça et imprimer la marque dans l'esprit des gens et faire en sorte qu'ils l'utilisent tous les jours, c'est le meilleur moyen de jamais sortir de leur tête. Internet a ce travers-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends une vidéo, tu vas passer à la suivante, tu vas passer à la suivante, et finalement tu es submergé un peu par les trucs et tu t'aperçois que dans le monde réel, en fait, tu as quand même quelque chose qui est isolé, c'est-à-dire que si tu mets le bouquin de quelqu'un sur ta table de nuit, par exemple, tu vois, ça va pas être une vidéo de quelqu'un d'autre, ça va être vraiment le livre et tu vas pouvoir passer du temps avec quelqu'un. C'est des petites choses qui raccrochent vraiment l'esprit. Et ça, c'est un moyen qui est fabuleux, qui est largement sous-exploité pour rester vraiment présent, tu vois. C'est pour ça que les mugs, par exemple, avec un truc, le mug, c'est typiquement cet exemple-là. Ça a l'air con comme truc, mais le mec qui prend son café tous les matins, il
pense à toi immédiatement. Et c'est vrai que ça marche comme ça. C'est vrai. Et quand tu restes une marque qui est très présente dans la vie des gens, c'est une marque qui va vendre en permanence. C'est le principe d'Apple. Ils ont des fans inconditionnels qui achètent tous les produits qui sortent, peu importe l'univers, pas que des téléphones, mais tu regardes, les fans absolus d'Apple fonctionnent comme ça. Donc ils ont vraiment toute la gamme, tous les trucs, et à chaque fois qu'ils allument la musique ou machin, ou truc, ils ont de l'Apple. La mug T'as réussi, tu la mérites, je trouvais ça super sympa. Bah ouais. Tu m'as donné une bonne idée. T'as vu? Elle est gratuite, c'est cadeau. Et tu vois, pour revenir encore une fois, la différence entre vendeur lambda et quelqu'un qui a créé sa marque, le bracelet Zorata, tu viens d'en parler tout à l'heure, c'est vraiment un produit qui existe à toutes les sauces, tu vois. La différence entre un bracelet acheté à $1 sur AliExpress et un bracelet Zorata, voilà, bon, Zorata a mis son logo, a travaillé un peu le produit, mais c'est vraiment infime la différence. Par contre, le bracelet AliExpress, tu ouvres ton sachet, tu as un bracelet qui se balade. Ouais, c'est dégueulasse, ça fait pas plaisir. Ouais. C'est pas cadeau, ça fait. Voilà, tandis que Zorata, voilà, tu as la boîte, Zorata, le bijou, ça te fait le produit luxueux. Un peu comme Apple. Je vais même aller plus loin. En fait, ce qui est intéressant quand tu peux faire ce type de choses, c'est de mixer. En fait, il y a le concept de produit et d'offre. Un produit, c'est un objet, ça veut dire, je sais pas, ça c'est un câble, c'est un produit. Une offre, ça va être alors un petit coffret avec le câble, avec le manuel d'utilisation, avec une formation par exemple, et de mixer en fait des éléments qui créent vraiment tout un univers que personne d'autre ne peut reproduire. Pourquoi le faire comme ça? Parce que ça te rend incopiable. C'est-à-dire que même si des vendeurs de câbles, tu en as des milliards, tu seras le seul à proposer ta formation, ton manuel, ton guide, ton expérience, ton retour, je sais pas tout ce que tu peux mettre avec, mais vraiment d'avoir une signature, quelque chose qui fasse que tu n'es plus comparable. C'est-à-dire que voilà, mais moi c'est pas un câble, c'est l'expérience du câble. Bon, il est pourri cet exemple, mais l'idée c'est un peu ça. C'est pas totalement pourri comme tu viens de le dire, c'est parce que justement j'avais l'image, un câble USB chargeur de téléphone, tu vois. Tu vas avoir ton câble USB dans un magasin en vrac, tu vois, à 1 €. Ouais. Et à côté, tu as le câble USB à 2 € dans la boîte. Psychologiquement, tu vas te dire, celui dans la boîte est de meilleure qualité. Il fait plus quali. Tu as vu souvent les câbles, ils sont morts au bout de quelques semaines. Celui en vrac, il va lâcher au bout de quelques jours. Ça me donne cette image-là, tu vois. Je vais prendre celui Kali, moi, tu vois. Ouais, Kali, il y a ça. Puis après, derrière, tu peux encore mettre sur le packaging les certifications, parce que celui-ci, il est certifié par Apple, et machin, il est truc. Solide, et tu peux faire exactement tout ce que tu veux avec, ce que tu pourras jamais faire si tu utilises le produit encore une fois des autres. Donc et ton packaging va te coûter 10 centimes, j'ai une bêtise, qui va te rapporter 90 centimes de bénéfice, alors que le câblage, voilà, il te rapporte rien de plus, quoi. Ok. La plus-value te fait gagner plus d'argent. Ouais. Alors on commence comment finalement ce type de truc? Du coup, c'est quoi le plan d'action? C'est quoi les délais? C'est quoi le budget? Comment on fait pour lancer la marque de sac là qui arrive bientôt, les polos, les calbutes et tout le team? Alors, j'ai des clients qui sont chauds là. En termes de délai, on parle de plusieurs mois. Je ne vais pas te donner une date fixe, mais il va falloir que tu crées ton design, crées tes modèles, choisir tes spécifications. Est-ce que si j'arrivais avec un modèle par exemple Uniclou, ça c'est de l'Uniclou. Si j'arrivais et bon c'est fait en Chine a priori Uniclou, ouais. C'est des trucs, bon bref, et voilà, je veux à peu près le même, je veux juste que ça soit manche longue bon tu vois après plus ou moins même tissu parce que ça c'est bien, c'est le truc technique, mais juste améliorer celui-ci. Ça c'est quoi le délai, quoi le budget, quoi l'idée pour le sortir? Alors, ce type de t-shirt en Chine, tu vas devoir, sur le textile en Chine, il y a des quantités qui sont assez importantes. À voir si tu peux pas travailler plutôt avec des pays limitrophes, je veux dire limitrophes. Bangladesh, l'Inde, Pakistan, tu vois, qui sont très intéressants aussi. Cambodge également. Pakistan sont très bons sur ce type de matière-là. Okay. Parce que la Chine va demander des grosses quantités, mais par contre c'est très rapide. Okay. C'est un milieu d'activité où, par exemple, tu vas copier le modèle, juste mettre ton logo, quelques petites spécifications, quelque chose qui peut être fait très rapidement. Là, on va parler de quelques semaines. Tu reçois ton échantillon, toujours l'échantillon, c'est important. Avant de lancer une grosse commande, c'est toujours l'échantillon, obligatoirement. Et tu vas checker ta production. Si c'est pas toi qui y vas, c'est un agent. C'est une petite commission, c'est pas grand chose, mais tu t'assures de la qualité de tes produits parce que combien de personnes ont fait fabriquer ou créer une marque, etc. et n'ont pas été sur le terrain vérifier, se retrouver avec des surprises. Tu es en Chine bientôt, non? Je vais en Chine. Ah bon bah voilà. Je peux le checker pour toi. Non, ça peut être très rapide ça.
si tu expliques bien ce que tu veux, c'est la seule complexité que tu as avec la Chine. La Chine sont très bons pour copier. C'est les numéros 1 là-dessus. Ils sont connus, ils ont démarré le business comme ça, les Chinois, en copiant ce qui existait. Donc dès que tu les amènes quelque chose, ça va être très facile à copier. Dès lors que tu modifies, là c'est plus compliqué. Et je pense à un truc pour rejoindre un peu, un truc qui est encore plus rapide sans doute et que tu as un peu survolé tout à l'heure, mais c'est l'idée de prendre un produit et juste de bosser sur le packaging finalement. C'est le même produit que tout le monde, mais toi tu auras juste le packaging à ton nom quoi. Par exemple, tu prenais les montres tout à l'heure, c'est ça en fait, tu as des gens qui vont, enfin tu n'as pas de travail de conception dans le sens où tu as juste ton logo à poser. La boîte, les choses comme ça, c'est possible aussi, effectivement, et tu vas avoir un produit qui est effectivement déjà brandé à ta marque sans avoir besoin de faire toute la partie recherche et développement, quoi, en gros. Tout à fait. Ok. Et ça, on les trouve comment? On les trouve sur des sites comme Ali, comme... Ouais, tu as des sites sur comme AliExpress, Alibaba. Ouais. AliExpress, on est toujours sur des détails, il faut que tu ailles sur Alibaba pour trouver réellement les fabricants. Ou Made in China, par exemple. Ok. Donc, sur des plateformes. J'ai toujours été dessus pour trouver mes fabricants. Ok. C'est intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est vaste et ça tombe bien parce que tu as prévu justement de mettre un peu toute ton expérience dans une formation où tu vas justement expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent commencer sans avoir besoin d'investir dans un conteneur, un peu la première étape pour faire un petit peu l'idée du cheminement qu'a pu suivre Zorata ou Gymshark. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont démarré et comment est-ce que les gens qui aujourd'hui sont intéressés par l'e-commerce, je ne veux même pas dire le dropshipping, mais l'e-commerce en général, et même d'ailleurs pas forcément l'e-commerce, mais l'idée sans y être d'avoir un business qui puisse être un actif à construire avec le temps, qui cherche des sources de revenus, des modèles à tester, à déployer, c'est un truc qui effectivement va être possible avec tout ce que toi tu as déjà pu faire. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait plusieurs créations de marques, donc tu sais quoi tu fais. Tout à fait. Là en fait l'idée est simple, c'est de se dire un jeune entrepreneur qui est dans le e-commerce et qui veut faire du e-commerce, qui a eu une expérience ou non dans le dropshipping, qui veut mettre toutes les choses de son côté pour réussir, c'est de créer une marque, faire du branding. Et il y a plusieurs exemples pour démarrer avec moins de 100$, avec moins de 1000€. C'est-à-dire c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ça va être vraiment le moyen de A à Z. Alors ça va aller au dépôt de marque, la création du logo. C'est vraiment le cheminement complet que toi tu as suivi. Que j'ai suivi pour créer les marques qui ont réalisé des chiffres d'affaires plutôt intéressants, tout à fait. Quoi. Que j'ai distribué en France, en Europe. Ok. On remettra le lien dans la description évidemment vers un peu cette présentation. Et puis en attendant, j'espère que ça vous aura intéressé, que ce type de vidéo, dites-le nous en commentaire, vous intéresse. À l'avenir, on étudiera peut-être plusieurs types de business models aussi. Peut-être pas avec toi parce que sinon tu vas t'installer, on va faire une cochaine bientôt. Pourquoi? Je suis déjà jaloux. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. C'est un business model effectivement qui est intéressant, qui est très méconnu, qui est très mal exploité. Personne n'en parle vraiment d'ailleurs, sauf les gens qui connaissent un peu les rouages et qui gardent un peu le secret. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement un levier qui fait sens, quoi. Surtout aujourd'hui, à l'époque d'Internet, où encore une fois, on est tous à la recherche d'un objet, du moins d'avoir une expérience avec une marque qui est différente. On achète des valeurs, on n'a pas la même chose que tout le monde. Et puis surtout, on est confronté tous les jours à des quantités d'offres et où la seule manière de trancher maintenant dans l'esprit des gens, c'est plus sur des caractéristiques. C'est-à-dire, est-ce que le téléphone il fait des photos 12, 24, 48 mégapixels? Non, c'est de se raccrocher à des valeurs, des valeurs vraiment, et des histoires, du branding, du storytelling, et c'est ça qui fait, je pense, et qui fera de plus en plus la différence et qui sera pertinent à l'avenir parce que, encore une fois, aujourd'hui, on est submergé d'offres dans tous les sens et plus on arrive à construire quelque chose qui est différencié, qui traite un problème, ça aussi je crois beaucoup à ça c'est un peu mon métier qui parle aussi, c'est de fournir des solutions. Les gens achètent le plus facilement une résolution de problème, que ce soit par le biais d'un objet physique, d'un produit numérique. Mais le premier des trucs, je sais pas, t'achètes un cric parce que tu sais que t'as besoin de changer une roue, quoi. C'est à peu près ça, c'est un besoin fondamental et on a tous des besoins dans les téléphones, il faut des coques, il faut des machins, il faut des trucs. Et encore une fois, c'est vraiment, je pense, un truc où il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer. Entièrement d'accord.
il y aura toujours des nouveaux produits, il y aura toujours des nouveaux besoins, et il suffit d'être, encore une fois, alors l'idée c'est pas de faire un supermarché, c'est d'être positionné, segmenté, de la même manière, je ne veux pas, si je me lance effectivement dans cette idée de créer des accessoires de voyage, ça sera effectivement avec cet esprit qui est le mien, de dire que voilà, c'est uniquement dans le cadre du minimalisme, c'est pour des gens qui aimeraient utiliser un peu ce que moi j'utilise ou qui ont la même logique de fonctionnement, mais pas pour faire une gamme de... Et toi qui es digital entrepreneur nomade, excuse-moi, on pense tout de suite à créer une marque, on se dit oui mais alors une marque ça va demander vraiment un gros stock, etc. Il y a quand même plusieurs possibilités. Tu peux créer ta marque en continuant toujours le système de dropshipping, c'est-à-dire en disant moi je veux rester libre, je ne veux pas avoir un stock physique, ou alors tu peux créer ta marque avec un stock où tu fais tes expéditions toi-même, mais tu as toujours cette possibilité de liberté qui est possible. Déjà aussi avec des trucs comme Amazon. En Amazon FBA aussi, tout simplement, tu peux mettre le stock à disposition chez Amazon. Et livrer chez eux et ils expédient. Voilà. On peut créer sa marque tout en restant, bien sûr, avec ses valeurs, se dire voilà, moi je veux rester libre, etc. Ouais, tout à fait. Se concentrer sur la partie qui est la plus importante, c'est-à-dire vraiment le branding, le storytelling, la création de marque. Après, tout ce qui est logistique, c'est juste du détail technique, quasiment. C'est-à-dire c'est chiant, il faut le faire, évidemment, bien sûr. Mais ça se sous-traite, c'est la seule partie qu'il faut sous-traiter, c'est celle-ci d'ailleurs. Tu peux trouver un agent aussi qui va checker ta marchandise et qui fait ensuite une expédition. Ouais, ou dans ta famille, tu as un cousin, quelqu'un qui a besoin d'un billet de temps en temps. Non, ça doit pas l'être du moins. Ouais. C'est clair. Ça doit pas l'être. Ok, c'était extrêmement intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis en attendant, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que Fabien vous a préparé. Et puis nous, on va aller déjeuner. Je te remercie. Ok. Je te remercie encore une fois de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir. Et n'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites. À bientôt. Ciao.